Le massacre de Dimbokro est un pivot historique dans l'histoire des luttes anticolonialistes en Afrique de l'Ouest. Nous sommes le 30 janvier 1950 à Dimbokro, une petite ville de Côte d'Ivoire. La colère gronde dans la rue, des milliers d'indigènes africains se rassemblent. Ils réclament la libération d'un homme, Samba Koné Ambroise, qui a été injustement arrêté par les colons français. Alors que la foule crie, des coups de feu retentissent. C'est la panique. Les Africains blessés qui n'ont pas le temps de s'enfuir sont interpellés par la police et immédiatement conduits en prison. On compte officiellement 13 morts et plus de 50 blessés. Bien entendu, tous les morts sont africains. Aujourd'hui, je vais vous raconter la terrible histoire du massacre de Dimbokro. Pour commencer mon enquête, j'ai fouillé dans les journaux parus le 1er février 1950. Nous sommes donc le lendemain des faits et le massacre est déjà à la une. Selon le journal Paris-Dakar, le Rassemblement démocratique africain serait le seul responsable de l'agitation. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Rassemblement démocratique africain, c'était un parti politique officiel reconnu par la République française qui réunissait des Africains colonisés dans 11 colonies et qui réclamait la véritable égalité avec les Blancs. Bref, je continue à regarder les journaux. L'Est républicain parle aussi de bagarres dues aux délinquants du RDA. Les manifestants auraient ouvert le feu sur la police coloniale qui n'aurait fait que se défendre. L'Aurore va même jusqu'à accuser l'URSS et Moscou d'être derrière les militants du RDA qui provoqueraient des bains de sang. Vous comprenez bien que je ne peux pas me contenter de cette explication, je dois aller plus loin que la version officielle pour découvrir l'histoire du point de vue des Africains. Je me suis donc rendu directement à Dimbokro pour rencontrer les familles de celles et ceux qui ont vécu ce massacre. Dimbokro est situé dans la région du Nzi, à environ 240 km au nord-est d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. À l'époque coloniale, Dimbokro est un point stratégique, car c'est par là que passe le train construit par les colons pour transporter les richesses du pays vers le port d'Abidjan à destination de l'Europe. Pour comprendre ce qui s'est passé le 30 janvier 1950, il faut remonter quelques mois en arrière. Depuis 1949, le RDA est la cible des autorités coloniales françaises. Pourtant, c'est un parti officiel avec des députés et des sénateurs. Mais le problème, c'est qu'il menace le pouvoir colonial et qu'il est lié au Parti communiste. Deux bonnes raisons pour les colons socialistes qui décident de le réprimer. L'une des revendications du RDA, c'est l'égalité réelle entre les colons et les colonisés. Je vous donne un exemple sur le plan économique. À l'époque, l'administration coloniale avait fixé le prix du café à 55 francs le kilo. Mais dans la réalité, les colons blancs achetaient leur café 35 francs le kilo, et les Africains n'avaient pas d'autre choix que de leur vendre à ce prix. Ce n'était plus acceptable. Pour fragiliser le modèle économique des colons, Félix Houphouët-Boigny, le président du Rassemblement démocratique africain, cherche une tactique non violente. Et c'est Anne-Marie Radji qui va lui donner l'idée parfaite. Cette leaduse de la marche des femmes sur Bassam a vécu en Gold Coast, actuel Ghana, où elle a participé à l'immense boycott qui a permis de casser l'économie des colons britanniques. Elle propose d'utiliser la même tactique en Côte d'Ivoire contre les colons français. Et Houphouët va suivre ce conseil. Il a appelé au boycott des produits agricoles. Il ne voulait pas que les planteurs vendent leurs produits aux colons. Ça expliquait le courroux d'énervement du colon. Revenons donc à Dimbokro. Samba Koné Ambroise était le responsable du RDA dans la ville, et le 29 janvier 1950, il sillonne la ville pour vérifier le bon déroulement du boycott. À la sortie d'un magasin sénégalais, il empêche un indigène d'acheter des produits européens. Une dispute éclate entre les deux hommes, et après quelques minutes, la situation se calme, et Samba poursuit toute la journée sa randonnée de contrôle. Mais, comme une traînée de poudre, l'information parvient aux oreilles du commandant Montel, qui tient enfin une bonne occasion pour faire arrêter Samba Koné Ambroise. Dès le lendemain, le 30 janvier 1950. J'ai été voir le petit frère de Samba. Il s'appelle Bema Koné et il était enfant au moment de l'arrestation. C'est là où on habitait tous. On est né ici, on a habité ici. Voilà. La cour, on habitait, notre papa habitait là-bas aussi.
Quand on était né, c'était pas comme ça avant. Hein. Tu sais, ça descend. La maison était plus haute. Voilà. Ça m'habitait là. Mais il est mort, malheureusement, paix à son âme. Bon, voilà. La maison où le vieux lui mettait, c'est là. Ok, ça qui est tombé comme ça. Ouais, tombé comme ça. Il y avait une entrée principale ici, le salon en face. Il y a une chambre qui était vers là où dormait le président Houphouët quand il venait. Et l'autre chambre, une antichambre aussi, où dormait Samba. Un beau matin, on dormait vers environ de 3h du matin ou 4h du matin, on entend des bruits de véhicules. Et puis des pas de bottes. Gros. Mais qu'est-ce qu'il y a? On voit des militaires, les Tchadiens, les Algériens, toutes les races quoi. Mais qui ne sont pas ceux d'ici. Ils sont descendus avec les armes à l'époque là. Ils les braquaient là et puis ils ont encerclé la cour. Samba, sors. Samba, au nom de la loi, on t'arrête. Sors. C'était les blancs là qui parlaient. Tapé boum. Il dit, vous m'arrêtez à cause de quoi? Il dit, on t'arrête au nom de la loi. Il dit, est-ce que vous avez une procuration pour m'arrêter? Il dit, non, il n'y a pas de procuration. Il dit, ah bon. Il s'est habillé, ils ont pris les menottes au bras, ils sont partis. Et nous, on était tout petits, on a commencé à pleurer partout. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les journaux coloniaux entretiennent la paranoïa chez les Blancs. Ils sont terrorisés à l'idée de perdre la colonie. Ils suivent les actualités de la guerre d'Indochine. Ils soutiennent la répression qui a fait plus de 80 000 morts à Madagascar. Ils sont encore sous le choc de la détermination des 4000 femmes qui ont tenté d'attaquer la prison de Bassam juste un mois avant. Alors ces colons veulent absolument, à tout prix, éviter que l'Afrique de l'Ouest ne se soulève à son tour. Mais ça ne va pas empêcher les habitants de Dimbokro de se révolter. C'est d'ailleurs Christine Afoué, la femme de Samba, qui déclenche le mouvement. Quand les Blancs l'ont mis en prison, sa femme est venue vers tout le monde. Elle a crié. Donc, elle est partie rentrer dans le quartier. Tout à l'heure, monsieur crie au secours dans cette ville-là. Les gens vont sortir du bateau. Mais ils vont demander à quoi? On a attrapé mon mari, on est en train de battre mon mari. Mais qui fait ça? On va intervenir. Tout le monde est impliqué dans l'affaire. Sa femme surtout. Elle pleurait, elle passait de quartier en quartier. Très vite, des milliers d'Africains se rassemblent. On a arrêté le représentant du RDA, le célèbre Samba Koné Ambroise. Comment est-ce possible? Qui peut justifier ça? Pour éviter l'insurrection, les colons essayent d'étouffer le caractère politique de l'affaire. Ils expliquent que Samba est accusé d'avoir volé 1 mètre de percale. 1 mètre de tissu, en gros. Et c'est faux. Un homme qui était riche, il avait 10 camions de transport de bois de chauffe. À ce moment, il y avait les locomotives là. Il avait un GMC, 2 citronnettes tout neuves. Il était là acheté, il devait travailler avec ça. Comment voulez-vous qu'il vole 1 mètre de percale? Il avait un berrier. Il avait comme voiture les tractions 6 cylindres là. Il avait une toute noire. Un type comme ça m'a volé du percale. Vous pouvez penser à ça? C'est une accusation. Ce n'était pas avéré. Et à cette époque, quelle juridiction qui pouvait rendre un jugement crédible? C'était le pouvoir colonial. Mais les colons ne peuvent pas accuser Samba sans preuve. Il leur faut des témoins et des gens qui portent plainte. Heureusement pour eux, ils bénéficient de la complicité de certains Africains. Il y avait des progressistes. Il y avait des progressistes, des indépendants, des Africains quoi. Donc, c'était ceux-là qui ont monté le coup. Un homme qui était riche. Ouais, les progressistes étaient contre Houphouët. Et lui, comme il était l'homme brave du RDA, c'est pourquoi ils voulaient le casser, ils ont voulu le casser. Il y avait un chef de canton. Tu vois, finalement, c'est difficile. Si je citais les gens, c'est pas bon. Ah bon, les baoulés, là, les chefs cantons, les États avec les blancs, tout cela était des ennemis. Les blessures de l'histoire restent vives. Je comprends mieux pourquoi les habitants de Dimbokro n'aiment pas toujours parler de cette affaire. En réalité, c'est grâce au conflit entre les progressistes et le RDA que les colons ont pu avoir des éléments d'accusation contre Samba Koné Ambroise. Alors il y a de quoi décupler la colère des militants du RDA. Je dirais presque à 90% de la population était RDA. Vous voyez, quand votre chef a été arrêté, vous ne cherchez pas à savoir pourquoi on l'a arrêté. On va aussi pour le secourir. J'essaye de me mettre dans la peau des manifestants. Qu'est-ce qu'ils et elles ont ressenti? Comment est-ce qu'ils se sont organisés? Moi qui vous parle, je n'ai pas été témoin. Je n'ai pas été du témoin, c'est les parents qui ont raconté. Et malheureusement,
Nous, on a commencé l'école avant l'indépendance. On ne nous enseignait pas en détail tout ce qui s'est passé. Donc, c'est les parents, ceux qui ont vécu en direct, qui ont pu nous raconter. J'ai trouvé des éléments de réponse dans les archives. Au centre d'archives La Contemporaine de Nanterre, je découvre une lettre manuscrite signée par Samba lui-même alors qu'il était en prison. Je crois qu'il est important de la montrer à son petit frère et au doyen de Dimbokro. Si on voit sa signature, c'est lui dit tu connais ça, Ambroise, détenu en prison, c'est de Dimbokro. Où est sa signature là? Où est ça? Ah oui, c'est ça. C'est sa signature. Sa signature, ça. Signé très bien. La majeure partie des archives de cette histoire sont inaccessibles pour les Africains. Je crois qu'il est de mon devoir de les faire circuler au maximum. Dans sa lettre, Samba écrit « J'étais enfermé 20 jours dans la cellule. Je suis mal nourri, mal couché, sans natte. Je suis nourri par la prison, un tout petit morceau de bouillie igname le matin et un le soir. Pendant que Samba croupit en prison, les journaux coloniaux accusent le RDA. Mais j'ai trouvé quelques voix divergentes dans les carnets du Secours populaire français, qui racontent comment les troupes coloniales ont frappé des hommes et des femmes jusqu'au sang pendant l'évacuation de la place du marché. J'ai aussi découvert un article écrit par M. Kanga Kwaku Marcelin, un chercheur à l'université d'Abidjan. Il raconte qu'environ 3 à 4 000 manifestants étaient venus soutenir Samba. Certaines femmes ont même dansé le rituel de l'Adjanou. Face à cette foule africaine de plus en plus massive, les colons se barricadent dans leurs maisons. Et le colon qui était plus armé a commencé, soit par peur ou bien il voulait se débarrasser des gens, il a tiré. C'est un peu comme la police, quand il y a des émeutes, la police lance des gaz lacrymogènes pour éparpiller la foule. Malheureusement, des fois, il y a des balles perdues. Est-ce qu'au temps des colons, c'était des balles perdues? Je ne pense pas. Parce qu'ils ont, de l'étage, ils ont tiré sur des personnes. Les Blancs étant sur les étages là, tiraient à bout portant même. Tiraient sur les gens. Dans notre cour, au tournant là, c'était notre ancienne cour. Il y a eu des gens qu'on a fusillés, ils sont venus tomber même dans la cour là. Pourtant, en lisant les journaux coloniaux, on raconte que ce sont les militaires qui ont tiré. Je pose la question à Bema Koné, qui était enfant au moment des faits. Les militaires n'ont pas tiré. C'est les colons qui ont tiré. C'est les colons. Ils avaient des maisons là, et puis la cour de la justice était derrière là même là. Il y avait des cours là, les colons avaient là, il y a chez Jacquemin là, bon prix là. C'était chez Jacquemin. C'était très méchant. Ils ont tué avec des... Ils avaient des carabines, avec des lunettes là. Et ils visaient sur les gens. Et donc ils étaient en haut dans les étages? Oui, dans les étages, puis tirés. Et puis il y a un qui était un blanc là, Ouran, quoi, il était à la rame. Lui, quand les gens couraient pour partir, il tirait sur eux, et puis il tombait dans ce moment, il y avait la broussaille partout. Dans l'Humanité du 29 octobre 1951, je lis les témoignages de Landji Kwaku, dont le frère a été tué sous ses yeux par le juge d'Arras. Il a déposé plainte, mais sa déclaration a été falsifiée par Darras. La stratégie de Darras est terrible. Les Africains blessés lors du massacre croupissent en prison pendant 1 an, dans des conditions épouvantables en attendant d'être jugés, même si tout le monde sait qu'ils sont innocents. Plusieurs vont même y mourir à cause des mauvais traitements. L'injustice pourrait s'arrêter là, mais attendez d'entendre la suite. Il faut savoir que le procès a lieu en novembre 1951, donc 1 an et 8 mois ont passé depuis l'arrestation des Africains innocents. Sur le banc des accusés, on trouve Samba et les militants du RDA blessés. Et sur le banc des victimes, on trouve le juge d'Arras, le commandant Montel et les colons, qui sont pourtant les seuls à avoir tiré. Mais, et c'est ça qui est le plus terrible, Darras et Montel ne font même pas l'effort de se déplacer au procès. Dans l'Humanité du 7 novembre, on raconte qu'il y a 2 absents au procès. Le premier pour raison de santé, c'est Montel, et le deuxième, indisponible jusqu'à décembre, c'est Darras. Comme c'est pratique, Bema Koné décide de me montrer les maisons des colons. Elles sont encore debout, mais elles ont été transformées en commerce. Il y avait une carabine. C'est là. Donc là, eux, ils sont comme ça, Hein? et ils tirent comme ça. Ouais, sur le balcon là, voilà. Et les gens étaient... Ils couraient, ils tombaient. C'était au niveau du balcon, c'est ça? Ouais, ouais. C'est là, tu vois, ils se mettaient comme ça là. Et puis comme ça, donc ils sont dans toutes les positions quoi. Là, quand il y avait un tir dessus. Il y avait là, il y avait là. Il y avait là, au niveau de l'administration. Tu sais, bon,
Ça, c'est un plaisir pour eux. Quand ils tirent, les gens tombent, ils rient. Ils étaient sur le balcon, là, plus de maisons à l'étage, la plupart. Alors, quand les gens courent là, Les doyens me montrent les balles tirées à l'époque. Ils les ont récupérées dans le Nzi. Il y avait plein de balles. Au moment où ils étaient sur les étages là, quand ils tiraient, ça tombait dans l'eau. À l'Assemblée de l'Union française, l'affaire continue de scandaliser. Les communistes exigent une véritable enquête et condamnent la répression coloniale. Mais voici comment M. Albert Sarraut, le chef du parti colonial, leur répond. Contre ce plan communiste, notre devoir est de dresser toutes les énergies françaises. Il défend un idéal d'humanité qui est menacé dans le monde entier par l'impérialisme soviétique. Pour lui, il faut rétablir l'ordre et casser toute agitation entretenue par l'étranger. Il termine en rappelant que les populations qui sont guidées par la France n'ont pas été délivrées de l'esclavage pour retomber sous le joug de la Russie. C'est incroyable comment les mots du président du parti colonial de l'époque ressemblent à ceux qu'on peut encore entendre aujourd'hui. Mais restons concentrés sur l'histoire. Les communistes parviennent quand même à faire envoyer une commission d'enquête sur place. Parmi ses membres, on retrouve Léon Gontran Damas, mais la commission, elle a du mal à déterminer le véritable nombre de morts. La version officielle s'accorde sur 13. C'est plus que ça, hein. C'est plus que ça. Il y a des gens qui sont morts dans les îles. Plus que ça. Sinon, il y a eu presque dans l'ordre de peut-être 100. Ceux qui sont morts dans le fleuve surtout. Ah, ouais. Quand on parle de la guerre de janvier, 30 janvier, c'est difficile. Je crois qu'au cimetière d'Amarty, il y a une stèle qui met en liste tous ceux qui ont été assassinés. Il y a eu d'autres décès qu'on n'a pas pu voir. Les gens qui ont reçu des balles, ils sont partis. Ils sont allés tomber, c'est pas moi, en Beauce, dans le Nzi. Donc on n'a pas pu les identifier. Ceux qui sont identifiés, c'est ceux qui sont sur la stèle. Le cimetière des martyrs, ce nom me dit quelque chose. Il s'agit d'un monument pour célébrer la mémoire des morts du 30 janvier. Et il se trouve un peu à l'extérieur de la ville. Je décide donc d'aller me recueillir directement sur place. On va aller voir. Ici, il reste des morceaux du monument, une grande plaque qui célébrait les martyrs du PDCI-RDA, qui devait se trouver juste ici. On voit les restes de la plaque en marbre qui n'a malheureusement pas été entretenue. Et juste à côté, les noms des 13 victimes. On peut encore lire Kwame Kwaku de Nda Ayakro, Nda Kwadio de Nyamasu. On voit qu'une partie des noms sont inscrits sur du bois, pendant qu'une autre partie est inscrite sur du marbre. Comment transmettre cette histoire aux nouvelles générations si on ne peut pas entretenir ce souvenir des martyrs qui se sont battus contre la répression coloniale? C'est la question qu'on se pose. Je suis choqué par l'état du cimetière. Comment peut-on laisser la mémoire de celles et ceux qui sont morts dans un tel état de délabrement? Sur le panneau à l'extérieur, je repère le nom du président du comité. Si quelqu'un a des réponses, ça sera sûrement lui. Je vais le retrouver, direction Abidjan. Je suis M. Krangouran Louis Stanislas, natif de Dimokro. Je suis le président du mouvement Uni pour les martyrs de 1950. C'est l'État qui a créé le cimetière des martyrs. Voilà. Et là où se trouve le cimetière, c'est juste des symboles. Hein. Les parents n'ont pas été enterrés là. Ils ont été enterrés dans une fosse commune. Et c'est pour pouvoir les identifier que l'État a créé ce cimetière-là. Chaque fois que j'arrive, je vois que le cimetière est dans une broussaille totale. Il n'y a pas d'entretien, pas de support pour dire que là où tu passes, tu vas trouver que c'est le cimetière des martyrs. Le cimetière est complètement abandonné. Et c'est pour cela que j'ai créé le mouvement Uni pour les martyrs de 1950. Si je comprends bien, M. Krangouran Louis se mobilise tout seul avec son argent personnel pour entretenir le cimetière des martyrs. Mais c'est une mission quasi impossible à assumer sur le temps long. Je lui montre les images du cimetière à l'heure actuelle. Je suis peiné en fait.
je suis peiné de voir que des gens qui ont vraiment coulé leur sang pour la Côte d'Ivoire sont abandonnés jusqu'à ce point-là. Vraiment, c'est déplorable. Et c'est pour cela que j'ai créé ce mouvement-là. Vraiment pour attirer l'attention de l'État de Côte d'Ivoire qu'il y a des gens qui ont coulé leur sang pour la Côte d'Ivoire et qu'il ne faut pas les oublier. Et voilà, c'est l'exemple que vous venez de voir aujourd'hui. Et ces stèles-là, normalement, c'était 13. Hein. Mais voilà qu'aujourd'hui, il y en a qui sont partis, il y a des choses. Il va même jusqu'à me confier une anecdote surprenante. Lorsque le président de la République a fait sa visite d'État dans le ZIN, il a fallu sous peu que le monsieur ne passe pas là-bas. Hein. C'est un monsieur qui a attiré l'attention du chef de l'État pour lui dire « Attention, nous sommes à Dimokro. Il y a un cimetière des martyrs. » Et c'est là le président a automatiquement ordonné qu'on fasse en sorte qu'il passe sur le cimetière avant d'aller à son meeting. C'est ce jour-là, la première fois que nos parents ont reçu 1 centime de l'État de Côte d'Ivoire. Et la personne à le faire, c'était son Excellence Alassane Ouattara. Ce jour-là, chaque ayant droit a eu 500 000 francs du chef de l'État. Depuis 1950 jusqu'en 2019, c'est la première fois que des ayants droit touchent quelque chose pour leurs parents qui sont tombés. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Maintenant que j'y pense, dans beaucoup de pays, les martyrs de Dimbokro auraient été récompensés avec des médailles posthumes, avec des noms de rues. Pourtant, ici, en Côte d'Ivoire, personne ne connaît leur nom et leur cimetière retourne à la brousse. C'est d'autant plus surprenant que Houphouët était un grand ami de Samba Koné Ambroise et que Alassane Ouattara a grandi à Dimbokro. Alors pourquoi ces présidents n'ont pas pris la peine de rendre hommage aux martyrs qui ont contribué à l'indépendance de la Côte d'Ivoire? J'ai trouvé quelques pistes de réponse en enquêtant sur la suite de l'histoire. Il faut savoir que la veille de l'arrestation de Samba à Dimbokro, un autre leader du RDA avait été capturé par les forces colonialistes. Il s'appelait Victor Biaka Boda. Quelques jours plus tard, on retrouve son corps pendu et décapité dans la brousse aux alentours de Boaflé. Ça fait beaucoup pour le RDA. Décapitation, arrestation, massacre. Les Africains commencent à rendre leur carte de militants. Ils ne veulent plus se mettre en danger. Pour Félix Houphouët-Boigny, l'heure est grave. À ce rythme, le RDA risque d'être pulvérisé par la répression coloniale. Pour rester en vie, il sait ce qu'il doit faire. Il suffit de rompre avec le Parti communiste et de renoncer aux idées d'indépendance et d'égalité immédiate. Cela tombe bien car au fond de lui, Houphouët n'a jamais été véritablement communiste, contrairement à d'autres leaders du RDA comme Gabriel Darboussier. 2 camps vont alors se former. Le camp de Gabriel Darboussier, réellement communiste. Tous les peuples coloniaux savent aujourd'hui qu'ils constituent la force dominante de cette période. Et le camp d'Houphouët, prêt à faire des compromis avec les colons pour éviter l'anéantissement du RDA. Et c'est le massacre de Dimbokro qui va précipiter la rupture entre ces 2 camps. Après ce tragique événement, Houphouët décide d'officialiser sa rupture avec les communistes et de se rapprocher de la politique coloniale. Houphouët aurait-il trahi la cause africaine? Vous comprenez que le massacre de Dimbokro est un pivot historique dans l'histoire des luttes anticolonialistes en Afrique de l'Ouest. Du point de vue houphouëtiste, c'est grâce à ce changement que la Côte d'Ivoire a pu obtenir son indépendance dans les années 60. Mais pour les fidèles de Darboussier, c'est à partir de là que la Côte d'Ivoire est devenue une alliée du néocolonialisme et de la France-Afrique. Et au milieu de cette querelle mémorielle, il reste le cimetière des martyrs, abandonné dans la broussaille. Que va devenir le cimetière des martyrs de Dimbokro? Comment honorer la mémoire de celles et ceux qui ont osé affronter le pouvoir colonial? L'Afrique d'aujourd'hui doit faire face à son passé dans toute sa complexité. Nous ne pouvons pas oublier. Alors ne vous retenez pas. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, partagez-la avec vos amis, avec vos familles. Il faut qu'elle circule jusqu'en haut lieu pour faire bouger les choses. Et ne pensez pas que le massacre de Dimbokro concerne seulement les Ivoiriens. Rappelez-vous que le RDA était présent dans 11 colonies africaines et que ce changement de politique a aussi impacté le Cameroun, le Burkina Faso, le Mali et ainsi de suite. Pour finir, en découvrant l'histoire du massacre de Dimbokro, je comprends que l'histoire est une arme, mais qu'elle est parfois difficile à manier. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Vous verrez la petite cloche apparaître. C'est facile, c'est un clic, c'est juste en bas. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.